Au menu de votre émission hebdomadaire Remue Ménage, et pour en discuter, Binta Diallo reçoit ce dimanche Mamadou Sy Albert et Abdoulaye Mbow, deux journalistes analystes politiques. Remue Ménage, c'est tous les dimanches 10h-11h avec Binta Diallo sur la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à Abdou Cham à la technique. Nous disons bonjour à nos invités Mamadou Sy Albert. Bonjour Binta. Bonjour Abdoulaye Mbow. Merci pour l'invitation. Bonjour à vous Binta et bonjour doyen Mamadou Sy Albert. Alors, il a tout de suite posé la question à Abdoulaye Diamé dans la bande-annonce pour dire est-ce que la Sénat va prendre toutes ses responsabilités pour dire non à la DGE, la Direction Générale des Élections, mais c'est sûr que Abdoulaye Mbow, l'équipe de Doudou Ndir n'aura plus ne pourra plus quand même se défendre. Parce que ils ont été je sais pas, dégommés ou ils ont quitté la DGE, la Sénat. Ils ont quitté la Sénat oui. Parce que tout simplement, le président Macky Sall l'a voulu. Et maintenant, on le sait pertinemment, au-delà de tout autre constat, même s'il est vrai que l'on peut dire que oui, le président a les prérogatives requises à la matière pour faire ce qu'il a eu à faire, mais vous savez, il y a des contextes où l'on ne peut pas aller dans le sens, à mon avis, de changer les règles du jeu. Dans un premier temps, il faut rappeler le protocole additionnel justement de la CEDEAO. On ne peut pas changer les règles. Avant, s'il n'y a pas consensus, oui, on ne peut pas changer les règles du jeu. Véritablement, à pratiquement 4 mois de l'échéance électorale. Mieux encore, on ne peut pas aller dans le sens de mettre, au travail justement des membres de la Commission électorale nationale autonome, si l'on sait qu'il y a également des textes qui régissent le fonctionnement de la Sénat. Aujourd'hui, plus que jamais, la personne qui a été nommée à la présidence de la Sénat est membre du Conseil constitutionnel. Et on ne peut pas démissionner ex nihilo justement de ce Conseil constitutionnel parce qu'il y a également des règles à suivre. Jusqu'au moment où nous parlons, apparemment, peut-être que vous et moi, vous et nous, on n'a pas encore vu quelque part où véritablement Abdoulaye Sylla a eu à démissionner justement du Conseil constitutionnel alors qu'il avait été nommé par le président en 2018. Mieux encore, si vous prenez l'ambassadeur Seydou Nourouba, au titre de la société civile, lui également avait été nommé à partir de 2018 en remplacement de feu Mohamed Mbodj, justement du Forum civil. Oui. Si on suit véritablement les textes, son mandat expire normalement en octobre 2024. Et ça, véritablement, ce sont les textes qui le disent. Mais l'autre Mame Awa Balla, lui-même également qui a été nommé à la Commission électorale nationale autonome, on a tous vu qu'il a été à la tête d'un mouvement politique dénommé M2M pour véritablement soutenir une deuxième candidature du président Macky Sall. Il a eu à tenir des meetings et les textes de la Sénat sont clairs. S'il y a des soupçons d'accointance politique avec une partie, une plateforme politique, et quelle que soit la nature de la plateforme politique, qu'elle soit de l'opposition ou qu'elle soit du pouvoir, les textes sont clairs, on ne peut pas vous nommer justement comme membre de la Commission électorale nationale. Donc de ce point de vue, quoi qu'on puisse dire, le décret, comme l'ont soutenu d'ailleurs des experts électoraux, à mon avis, est assez illégal du point de vue de la perception. Maintenant, si par extraordinaire, cette Sénat qui devait quitter, en tout cas dont certains membres devaient quitter depuis fort longtemps, Doudou Ndir, pratiquement depuis 2011, il a été maintenu. S'il pose un acte en usant de son pouvoir d'injonction par rapport véritablement au dilatoire de la Direction Générale des Élections, on se dit qu'en réalité, peut-être que c'est parce qu'il n'a pas suivi la voie tracée par le prince qu'il a été mis de côté avec son équipe. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas voir autre chose qu'une démarche avec un calcul purement politicien. Ça, c'est mon point de vue par rapport véritablement à un nombre de griefs. Sauf que l'État a quand même réagi pour dire que c'était une demande de l'opposition, que le mandat de l'équipe de Doudou Ndir était arrivé à expiration. Ce n'est pas la première fois que l'opposition demande le départ de Doudou Ndir et véritablement d'une partie des membres de la Commission électorale nationale autonome. Depuis l'arrivée du président Macky Sall, ce débat avait été soulevé. Le président Macky Sall est resté sourd à l'appel de l'opposition. Il ne saurait attendre
cette période, ce moment, cette situation, ce contexte, ben, pour dégommer Doudou Ndir, pour reprendre votre propos, pour dégommer Doudou Ndir et l'ensemble justement des membres de la Sénat. Aujourd'hui, le véritable débat ne devait pas véritablement être concentré sur la nomination de nouveaux éléments, de nouveaux membres de la Commission électorale nationale, mais plutôt de la transparence du processus électoral, du respect des textes et des lois en vigueur et en rigueur par rapport justement au dilatoire de la Direction générale des élections. Aujourd'hui, le véritable débat devait être autour de cette personnalité indépendante pour aller dans le sens d'organiser la présidentielle comme Abdoulaye Wade l'avait fait avec la nomination justement de Cheikh Gueye, ministre en charge des élections. C'est ce débat qu'on devait poser. Aujourd'hui, on ne devait pas véritablement en arriver à ce point. Mamadou Sy Albert, quelle est votre lecture sur la décision du président Macky Sall de faire partir Doudou Ndir et son équipe, et déjà la nouvelle équipe fait jaser? Bon, disons que c'est une décision assez surprenante, parce que tout simplement la Sénat est confrontée à la mise en œuvre d'une décision de justice. Elle a sommé la DGE d'inscrire Ousmane Sonko, de donner au mandataire Ousmane Sonko la fiche de parrainage. Quand une institution est en conflit avec une administration, vous dégommez le président et la commission, vous semez le doute. On attendait du président de la République, qui est quand même le chef de l'exécutif, qu'il devait montrer l'exemple en sanctionnant l'administration, en montrant à la direction générale qu'elle n'a aucune possibilité de s'opposer à une décision de justice. C'est ça qu'on attend du chef de l'État, qu'il remette l'administration sur les rails, que le ministre de l'Intérieur joue son véritable rôle. Là, on attendait le président. Mais par contre, la décision qu'il a prise sème le doute. Il a pris parti pour la direction générale des élections. Il a pris parti contre une décision de justice. Et là, je pense que la conséquence, c'est que non seulement il soutient une administration qui va à l'encontre d'une décision de la justice, mais le processus électoral lui-même n'a plus de crédibilité. C'est ça l'enjeu politique, c'est à ce niveau-là. Maintenant, si on veut entrer, il y a deux types d'analyses. La première analyse, c'est que c'est le président, chef de l'exécutif, qui soutient une administration qui s'oppose à une décision de justice. Donc là, c'est l'État qui s'oppose à l'État de droit. Bon, c'est une lecture. L'autre lecture qu'on peut faire, c'est sur le plan politique. L'enjeu, c'est Ousmane Sonko et le PASTEF. Si Ousmane Sonko ne peut pas être réinscrit, il ne peut pas avoir de fichier, ça veut dire de fait, l'option est d'écarter Ousmane Sonko. Dans les deux cas, que ce soit le côté juridique ou le côté strictement politique, vraiment, j'espère que le président quand même va se ressaisir. La Sénat est à 4 mois d'une élection présidentielle. J'imagine que c'est des gens qui peut-être connaissent les processus électoraux, mais en 4 mois, comment on peut préparer une élection présidentielle? S'il n'y a pas de débat pour trouver un consensus sur le processus électoral, je pense qu'on est parti pour un coup de force. Que la majorité se prépare à un coup de force, éliminer Sonko, éliminer le PASTEF, organiser comme ils l'entendent l'élection et gagner. Je crois que pour moi, c'est clair maintenant l'option de la majorité présidentielle, c'est d'écarter le PASTEF de la compétition, organiser une élection, la gagner à tout prix. Y compris maintenant, l'état de droit va voler en éclats. Parce que si le président et sa majorité ne respectent pas les décisions de justice, je vois mal comment on peut avoir un processus électoral et une élection transparent et démocratique. Ouais. Alors, est-ce que Abdoulaye Mbow, la majorité est dans une flagrance, dans une volonté manifeste de vouloir écarter Ousmane Sonko de la présidentielle de 2024? On donne l'impression qu'en réalité, pour certains, en tout cas de la majorité, qu'Ousmane Sonko aujourd'hui est un citoyen sans droit, tout simplement, parce que au vu au su, par rapport justement à toutes les démarches qui sont entreprises pour pouvoir aller dans le sens de l'écart de la présidentielle,
présidentielle, on se dit pourquoi diantre on ne va pas aller dans le sens de respecter une décision de justice. La justice est un pouvoir, il ne faut pas l'oublier et l'occulter. Un juge ne peut pas véritablement exiger, ordonner. Et qu'une administration, qu'un pan de l'administration, qu'un démembrement de l'administration puisse aller dans le sens d'interpréter autrement une décision de justice. Et cette décision de justice, parce qu'elle concerne, jusqu'au moment où nous parlons, Ousmane Sonko, par rapport à sa réintégration sur les listes électorales après une radiation d'office, et ça c'est une décision administrative. Et la décision administrative a été cassée par une ordonnance justement du juge. La DG ne pouvait pas prendre la place du représentant de l'État en la matière, autrement dit l'agent judiciaire de l'État, pour dire l'État se préparerait à véritablement un recours. Mais la DG ne peut pas être dans la tête du représentant de l'État. Mieux encore, la DG ne peut pas être l'arbitre par rapport à l'éligibilité d'un citoyen. Ça, c'est du ressort exclusif, justement, du Conseil constitutionnel. Comment aujourd'hui pouvait-on donner en 2018 des fiches de parrainage à Karim Wade qui avait été définitivement condamné, mais vous avez vu qu'il avait même réussi l'examen de passage des parrainages. C'est le Conseil constitutionnel qui, après véritablement après s'être penché sur le dossier, avait eu à dire que Karim ne pouvait pas être candidat. Et on le sait, il avait été radié justement à l'autel justement des articles L30, L31 si je ne m'abuse, redevenu L29, L30. Donc de ce point de vue-là, on a l'impression que tout est entrepris pour ne pas véritablement permettre à Ousmane Sonko de pouvoir être candidat. Cependant, vous savez, par moment, on est tellement dans les calculs politiques que l'on finit par tomber assez souvent dans ses propres pièges. Parce que, est-ce qu'on avait prévu le parrainage optionnel en véritablement pensant à Ousmane Sonko? Aujourd'hui, s'il ne peut pas avoir les parrainages et qu'au bout du compte, on lui donne les pleins droits pour aller chercher le parrainage, quel que soit Alpha et quel que puisse être le temps par rapport au retard, il peut véritablement user de ces 13 députés. Et vous, si vous prenez le PASTEF aujourd'hui, il y a un recours qui a été introduit devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Pour autant, PASTEF ne peut pas reprendre ses activités politiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu un décret présidentiel. Mais de la même manière, comment un recours peut subitement devenir suspensif dès lors que la Chambre administrative de la Cour suprême a également été saisie par justement l'autorité étatique? Sauf que sur la question, Mamadou Sy Albert, les juristes ne sont pas d'accord sur le recours suspensif qui n'est pas suspensif. On ne sait pas qui a tort, qui a raison. Il faut aussi rappeler que l'État a introduit un pouvoir en cassation et que la Cour suprême va se prononcer vendredi prochain sur la question. Non, je pense que la majorité, je dirais même, c'est le gouvernement qui veut semer la confusion. La décision du juge, elle doit être appliquée par l'administration. L'administration n'est pas habilitée pour juger. Elle est là pour appliquer. Elle est même régie par le droit. Et ce droit-là, c'est le droit qui est dans notre Constitution. Je pense qu'il n'y a même pas à hésiter. Une décision de justice, l'administration est soumise à cette contrainte, elle doit l'appliquer. Ce n'est pas à l'administration. C'est là la confusion, elle est volontaire. L'administration chargée d'une élection ne peut pas faire un recours, encore moins attendre la suite d'un recours. C'est inimaginable qu'on puisse donner à une administration chargée des élections d'avoir la possibilité de faire un recours ou d'attendre un recours. Mais à quoi sert le juge? À quoi sert la décision de justice? Donc, à mon niveau, cette décision, il faut l'appliquer. Maintenant, le recours, l'agence judiciaire de l'État peut, parce que c'est l'agence qui a représenté l'État à Ziguinchor, elle peut faire recours. Mais ce recours-là n'est pas suspensif. Il n'y a pas un recours suspensif dans ce cas de figure. Et je pense que là aussi, il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. C'est des lois qui nous régissent, c'est un droit qui nous régit. Si l'État n'applique pas les décisions de justice, mais on est dans un État hors la loi. Et je crois que à mon niveau, c'est clair. Maintenant, pour l'histoire d'Ousmane Sonko, ils sont pris dans leur propre piège. Vous regardez depuis le processus
en 2001 jusqu'à aujourd'hui, la seule décision favorable à Ousmane Sonko est celle du juge de Ziguinchor. Pendant 2 ans, ils ont fait croire que Ousmane Sonko ne respecte pas la loi, ne respecte pas les institutions. L'État donne en pratique un exemple édifiant. C'est l'État qui ne respecte pas une décision de justice. Maintenant, pour les affaires d'Adji Sarr, du ministre, le contumace, la dernière arrestation, il n'y a pas une décision de justice qui condamne pour le moment Ousmane Sonko. Il n'y en a pas. Ils sont dans un processus conflictuel, c'est des affaires en suspens, il y a des recours. Mais il n'y a pas de décision juridique sur laquelle on peut se fonder pour dire que Ousmane Sonko ne peut pas participer. Pour moi, vraiment, le débat, il est clair au niveau des principes. Au niveau maintenant de la politique, on est dans une politique aveugle. Aveugle. Parce que tout le monde se rend compte que la suppression de la Sénat est absurde. Elle est absurde. C'est quelqu'un qui est dos au mur, qui ne sait pas quoi faire de la Sénat, qui ne sait pas quoi faire de la suite de la posture de la Sénat, parce que la Sénat pouvait aller jusqu'au bout, dessaisir la direction générale, intenter quelque chose contre le directeur général. Ça, le président de la République et sa majorité ne l'acceptent pas. Donc on supprime la Sénat, on refuse d'appliquer une décision de justice. Il ne faut pas tromper les Sénégalais. Je pense que la loi, si on veut vraiment une élection libre et démocratique, il faut que tout le monde se soumette à la décision de justice. Ça peut au moins stabiliser notre pays. Mais si l'État n'applique pas la loi, la majorité n'applique pas la loi, mais on sacrifie quelqu'un. Alors, nous allons quand même attendre. Justement, juste rappeler que nous n'avons pas pu apercevoir les premiers signaux. Et pourtant, les premiers signaux avaient été donnés depuis 2013. Souvenez-vous de la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire concernant les élèves maîtres. C'est véritablement une autorité gouvernementale qui s'est élevée pour dire qu'elle ne respectera pas la décision justement émanant de la Cour suprême. Donc, je crois bien que à ce niveau, on se pose la question de savoir qui aujourd'hui travaille à une forme de mentalité de représailles qui n'est plus systématique, mais qui est plutôt d'ordre systémique. Et de ce point de vue-là, je crois bien qu'il faut se rappeler des propos de Nelson Mandela qui disait que la mentalité de représailles détruit l'État, alors que la mentalité de tolérance consolide la nation. Aujourd'hui, nous devons être dans une ère de consolidation de notre nation, en allant dans le sens de respecter les lois, les règlements justement en vigueur. Il faut quand même que l'on se dise une chose qui est essentielle pour le Sénégal, c'est véritablement construire une démocratie qui est loin d'être une grande démocratie telle que l'affirment certains, parce que pour moi le Sénégal est une démocratie en maturation, mais quand on est une démocratie en maturation, on ne devrait pas faire un pas en avant et 30 pas en arrière, parce que pratiquement ce sont les mêmes débats aujourd'hui depuis 30 ans, ce sont les mêmes débats depuis 40 ans à propos du processus électoral. Et aujourd'hui le président Macky Sall, par rapport à tout ce qu'il a eu et par rapport à tout ce que les Sénégalais lui ont donné depuis 2008, je le rappelle, et bien avant même 2008, aujourd'hui, il a le devoir, je dis bien, il a le devoir impérieux de laisser un pays stable, un pays de paix, un pays où les institutions sont encore mieux consolidées et respectées, mais pour que ces institutions puissent être respectées à tout point de vue par véritablement celles-là qui représentent, autrement dit, les citoyens, il est impératif que ceux-là qui l'incarnent à travers les autorités qu'ils sont puissent aller également dans le sens de donner du crédit justement à un respect, je dis bien inébranlable justement aux institutions. Alors, en attendant de voir l'issue de ces recours, on va parler de la demande de Boubacar Camara, qui est quand même aussi un candidat à la présidentielle. Abdoulaye Mbow, vous l'avez entendu théoriser sur un report consensuel de la présidentielle, parce que, dit-il, que nous sommes dans une situation de ni paix ni guerre, l'instabilité dont vous faites état. Mais quand on regarde les faits, oui, on ne peut pas ne pas donner raison à Boubacar. Je dis bien par rapport aux faits que l'on voit, parce que qu'on le veuille ou non,
aujourd'hui, rencontrer un Sénégalais, discuter avec lui, et il vous dira la même chose que bien d'autres Sénégalais. Autrement dit, la braise couvre sous la cendre. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment, dans un temps d'accalmie. Mais ce temps d'accalmie, ce sera jusqu'à quand par rapport à tout ce qui sera entrepris comme démarche, par rapport justement au cercle politique de manière élargie. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on sait qu'il y a des dossiers en suspens concernant Ousmane Sonko, concernant le pasteur, mais concernant également des milliers de Sénégalais, des centaines et des centaines de Sénégalais qui sont actuellement dans les liens de la détention. Depuis pratiquement mars 2021, passant par juin 2023, et cette spirale d'arrestation est allée crescendo parce qu'elle ne s'arrête pas. Quand on regarde aujourd'hui le nombre de candidats, au-delà justement du nombre, le processus dans son entièreté, quand sera-t-il au moment où les candidats déposeront à nouveau justement les fiches de parrainage au niveau du Conseil constitutionnel? Est-ce que on vivra les mêmes choses, même s'il y a eu des réaménagements qui ont été faits à la faveur du dialogue national, mais quand sera-t-il par rapport à l'élimination probable passant par les parrainages de certains candidats, en tout cas crédités, très sérieux par rapport justement à leur posture, par rapport à leur expérience, par rapport au travail sur le terrain depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Mais quand sera-t-il exactement? Quand sera-t-il si effectivement on poursuit le fait que le candidat de Benno habillé du double manteau de Premier ministre et de candidat de la coalition peut véritablement au nom du principe d'une tournée économique ou une tournée politique maquillée économique, on ne sait pas, mais qui fait le tour du Sénégal. Alors que certains candidats vivent des difficultés. Je crois bien qu'il y a énormément de difficultés. De ce point de vue-là, on peut donner raison à Boubacar Camara. Mais là, on sait pertinemment, il le dit, et ce n'est que la seule chose qui est possible. Il faut quand même, comment dire, un consensus des acteurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra pas avoir de consensus par rapport véritablement à un report. Même si par ailleurs le porte-parole du gouvernement est sorti, certains ont parlé de saupoudrage parce que par rapport aux actes posés, certains élèvent la voix pour dire est-ce que réellement le régime en place veut une élection au matin du 25 février 2024. Mais quoi qu'on puisse dire, on n'a jamais connu un report, mais je crois bien qu'il appartient au président Macky Sall diriger véritablement, de construire l'autoroute de la transparence par rapport à ce processus-là pour qu'on puisse arriver à bonne gare, véritablement dans la paix, dans la sérénité, dans la stabilité et que les Sénégalais puissent choisir librement celui-là qui présidera à leur destinée à partir de 2024, mais pourvu, encore une fois, que le jeu soit clair, que le jeu soit transparent, que l'on puisse respecter les règles de démocratie en la matière. Mamadou Sy Albert, sur le report de Boubacar Camara, que propose Boubacar Camara? Non, je crois que bon, c'est une idée, elle est pertinente d'une certaine manière parce que il n'y a pas de consensus réellement entre les acteurs politiques. On parlait tout à l'heure du cas de la Sénat. Le président n'a pas consulté son opposition. La question de la participation d'Ousmane Sonko, de tous les candidats à la candidature, il n'y a pas de consensus. Le parrainage, il n'y a pas de consensus. Donc on va vers une élection avec des tensions qui sont perceptibles à tous les niveaux. Donc l'idée de report, elle est pertinente si on la mesure par rapport au risque de perturbation sociale et politique. Mais par contre, elle n'est pas possible. À 4 mois, vous ne pouvez pas reporter une élection. Même si les raisons objectives devraient inciter les uns et les autres à adhérer, objectivement, on est parti pour que l'élection se tienne à date échue. Maintenant, est-ce que la majorité présidentielle est consciente que s'il n'y a pas de consensus, on va vers une élection présidentielle avec des risques avant ou après? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui besoin pour que Macky Sall, comme chef de parti, comme chef d'une coalition, au moins organise un round de consensuel pour gérer les 4 mois? Parce que quand même, dans 4 mois, Macky Sall ne sera plus président de la République. Est-ce que c'est responsable de laisser aller à la présidentielle avec tous les risques et il va laisser un pays déchiré
pour moi, c'est le bon sens qui devrait inciter Macky Sall à créer les conditions d'un débat serein. Malheureusement, ça il faut le dire clairement, la majorité n'est pas partie ni pour un consensus, ni pour une élection transparente. Tous les actes qu'on est en train de discuter, que ce soit la direction générale, la Sénat, le ministre de l'Intérieur, les conditions du déroulement du parrainage, mais tout indique que la majorité a fait une option. Quoi qu'il arrive, j'organise, quoi qu'il arrive, je gagne. Enfin, cette majorité-là, je pense qu'elle est en train de dérouler à mon avis, son agenda. Macky Sall est en train de dérouler son agenda. Maintenant, reste, à mon avis, au lieu de penser au report, il faut penser à la résistance, à une organisation sérieuse de l'élection présidentielle. Et ça, il faudrait que ce soit le candidat qui a demandé le report ou les autres composantes, qu'ils sachent une chose, c'est que c'est à eux de déterminer l'organisation transparente. La majorité, elle a fait son choix, c'est un choix qui est là, qui est décliné, qui est visible. Alors, si elles veulent, si l'opposition veut être, je ne sais pas, roulée dans la farine, c'est ça. Si elle ne réagit pas, si elle ne s'organise pas, si elle ne prend pas ses responsabilités, elle va être roulée dans la farine. Mais justement, est-ce que l'opposition, au vu de ce qui s'est passé, Albert l'a dit, Macky Sall est en train de préparer son agenda, l'opposition ne risquerait-elle pas d'être prise au piège? On a comme l'impression qu'elle ne se prépare pas. Oui, l'opposition donne l'impression qu'elle ne se prépare pas. L'opposition donne l'impression qu'elle est déjà enfarinée, tout simplement. Et pour reprendre autrement, justement, le propos du doyen Mamadou Sy. L'opposition donne l'impression, en tout cas, d'être mieux et beaucoup plus intéressée par autre chose. Oui, nous sommes dans un contexte de collecte de parrainage. Il est nécessaire que les états-majors soient présents sur le terrain, aillent à la rencontre des Sénégalais, instaurer la confiance entre eux, en profiter pour leur vendre leur projet de société. Mais je dis, cela ne suffit pas. Regardez bien, sous Abdoulaye Wade, au moins l'opposition avait eu l'intelligence de porter sur les fonds baptismaux une plateforme dénommée Front pour la régularité et la transparence des élections. Dans ce front-là, ce sont des experts électoraux qui y étaient, comme Diagassila et tant d'autres, et qui travaillaient par rapport justement à la transparence du processus, par rapport véritablement à tout ce qui peut être source de soupçons contenu dans le fichier électoral. Que fait l'opposition présentement? Absolument rien. Tout simplement. L'opposition également, de 2007 à 2012, après les consultations citoyennes, au moins s'était regroupée autour d'une entité large avec tous les secteurs de l'activité économique et sociale pour véritablement la tenue des assises nationales. Et c'était également un moment pour l'opposition de discuter de tous ces problèmes, surtout liés justement au processus électoral. Que fait cette opposition? Absolument rien. Le F24, même s'il y a eu une série d'interdictions, aujourd'hui devrait, à mon avis, lancer un brainstorming par rapport à toutes les plateformes, aller véritablement vers une cogitation large et, à mon avis, la seule réponse qui vaille pour cette plateforme qui regroupe plus de 100 plateformes, ce serait au moins l'organisation, en tout cas, de rassemblements, hebdomadaires. On peut parler les mercredis du F24, je donne juste un exemple comme ça, les samedis du F24, pour se retrouver dans un milieu privé et discuter des véritables enjeux, des véritables problèmes. Quel acte à poser? Quel discours porter véritablement pour aller dans le sens d'une sensibilisation beaucoup plus large de l'opinion nationale et de l'opinion internationale, afin de pouvoir, à moins, plier le bras à l'autorité pour qu'elle aille dans le sens d'une bonne organisation des élections. Mais l'opposition ne fait absolument rien. On ne sent pas les leaders, on ne les voit pas. On a l'impression que les oppositions, au lieu de véritablement de faire face à leur principal adversaire, les oppositions se regardent en chien de faïence. Et malheureusement, au Sénégal, l'opposition n'est autre que l'opposition de l'opposition. Mais justement, l'opposition n'est autre que l'opposition de l'opposition. Aujourd'hui, quand on entend par exemple, est-ce que l'opposition déjà n'est pas dans ses propres calculs politiques, dans des jeux
politique. Quand on entend par exemple Mahmoud Ibra Kane dire que je me retire parce qu'il y a trop de candidatures à la candidature, je ne veux pas participer à la désacralisation de nos institutions. Déjà, il y a des rumeurs qui commencent à circuler, que Mamoudou, a déjà choisi son camp, même s'il ne l'a pas dit lors de la conférence de presse. Mais est-ce que cette opposition-là joue franc jeu? Disons, elle joue naïvement franc jeu. C'est-à-dire que la phase de parrainage symbolise les égoïsmes. Chaque candidat est en train de collecter, chaque candidat est en train de faire sa campagne à sa manière, suivant son expérience et ses moyens. Bon. Maintenant, c'est normal. On est dans une période de parrainage. Mais ce qui est anormal, c'est que les égoïsmes n'ont de sens que si on a un objectif commun. C'est l'objectif commun que l'opposition n'a pas. Ils n'ont pas un objectif commun. Si vous voyez la coalition Yewwi, c'est 3, 4, 5 candidats, chacun sa candidature, mais l'enjeu de Yewwi aujourd'hui n'est pas visible. F24, c'est pareil, c'est des manifestations sporadiques, il n'y a pas de projet, il n'y a pas une plateforme face à la présidentielle de 2024. Donc les gens perdent de vue l'enjeu électoral. Par exemple, prenez la décision d'un juge quand même qui demande à une administration d'appliquer une décision. Tu n'entends aucun regroupement protester pour l'application de la décision de justice. Les gens font des communiqués, ils font des déclarations par-ci, tweets, par-là. ils s'expriment, mais il n'y a pas de manifestation pour montrer à l'administration que nous, on exige l'application d'une décision de justice. Mais la Sénat, on est à 4 mois, on supprime la Sénat. Aucune plateforme ne demande à marcher contre cette décision du président de la République. Vous prenez le ministre de l'Intérieur, il est APR, il s'affiche, il est là, il n'a même pas pris encore, il n'a pas pris fonction. 2 à 3 erreurs. Alors qu'il n'a même pas fait 3 mois. Et cette opposition, elle est muette, elle ne se rend pas compte que les égoïsmes sont en train de faire le jeu de celui qui est décidé à exécuter son calendrier. Macky Sall est un chef de parti, est un chef de coalition. Il a sa stratégie. Mais plus les égoïsmes, il va exploiter les égoïsmes. C'est ce qui s'est passé en 2019. Il a mis en prison Karim, il a mis en prison Khalifa. Qui restait? Idrissa Seck. Chacun croyait que, puisqu'on a éliminé le PDS, on a éliminé Tahaou, qui étaient des candidats très sérieux, qui pouvaient compétir, ça pouvait faire mon affaire, moi, en tant qu'Idrissa Seck, ou ça pouvait faire mon affaire. C'est quand on les a éliminés au parrainage qu'ils se sont réveillés pour se jeter dans les bras d'Idrissa Seck. Mais en ce moment, la stratégie de Benno était claire et nette qu'ils allaient gagner au premier tour. C'est le scénario que Macky Sall est en train de mettre en place pour 2024. En éliminant Sonko, en éliminant le PASTEF, en déstabilisant Yewwi Askan. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à gagner un premier tour. Et ce premier tour-là, qu'est-ce qui peut l'empêcher? Si ce n'est pas Sonko, qu'est-ce qui peut empêcher Macky Sall de gagner, Amadou Ba de gagner au premier tour? Si ce n'est pas Yewwi, qui peut empêcher? Donc c'est là où l'opposition, à mon avis, a quand même une responsabilité. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Il y a opposition et opposition. Il a dit, dans l'opposition, c'est des oppositions. Il y a des gens qui ne souhaiteraient pas qu'un candidat de Yewwi aille au pouvoir. Et c'est la majorité, malheureusement, de l'opposition. Et je crois que c'est cette faiblesse qui est là, que le pouvoir exploite. Maintenant, il y a une certaine opposition qui sait qu'elle ne pourra pas franchir le cap des parrainages. Est-ce que ce n'est pas cette opposition-là quand même qui est quelque part dans le jeu de calcul politicien? Oui, forcément. J'ai cité tout à l'heure Mahmoud Ibra Kane. Oui, forcément, il y a une opposition qui est carrément versée dans des calculs purement politiciens. Parce qu'en réalité, si on en est aujourd'hui à 261 candidatures officiellement déclarées devant la Direction générale des élections, 260 maintenant avec le retrait de celle de notre doyen Mahmoud Ibra Kane. Mais quoi qu'on puisse dire, je dis encore une fois,
cette pléthore de candidatures, je crois bien qu'on doit pouvoir l'interpréter à 3 échelles, à 3 niveaux. Il y a un premier niveau de candidat que l'on connaît sérieux, que l'on connaît travailleur, que l'on connaît présent sur le terrain, qui détiennent un appareil, qui travaille matin, midi, soir, et qui croient en des idéaux forts, et qui ont des programmes, justement, de société à vendre aux Sénégalais. Vous les connaissez, Binta, vous pouvez les citer. Absolument. Il y a une deuxième catégorie de candidats qui profitent justement de ce moment pour se faire connaître, pour aller à la rencontre des Sénégalais, pour pouvoir construire un projet, mais non pas à court terme en perspective de la présidentielle, mais à moyen terme, parce que ce sont des candidats qui veulent se projeter en perspective des prochaines élections, peut-être législatives, pour avoir justement une bonne présence au niveau de la représentation nationale et par ricochet plus tard aller véritablement conquérir des collectivités territoriales ou des villes à travers le Sénégal. Mais là, il y a une troisième catégorie, je ne cesse de le répéter, c'est la catégorie de ceux-là qui versent dans le pari mutuel politique. Le mercato. Voilà, ce sont ceux-là qui attendent justement pour voir qui sera le mieux placé, qui, en tout cas, qui donne l'impression de pouvoir gagner. Ensuite, ils vont se greffer justement à cette personne-là en attendant de pouvoir recevoir les dividendes. Et demain, ce sont ces mêmes personnes qui crieront, qui élèveront la pouvoir pour dire « j'ai participé à la victoire de Binta Diallo ». Alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui n'ont aucune représentativité. Est-ce que demain, c'est maintenant et dans cette dynamique? Oui, demain, c'est maintenant. Ce que Mahmoud Ibra Kane a évoqué comme alibi, quand non, même. Vous savez, est-ce que c'est pertinent? Non, avec tout le respect qu'on doit. Parce que maintenant, il ne s'agit pas de parler du journalisme, il s'agit d'interpréter un acte politique. Absolument. En interprétant l'acte politique, il a fait partie des 261 candidatures, n'est-ce pas? À la candidature. Pourquoi? Parce que c'est la Constitution qui lui donne le droit de pouvoir être candidat. S'il a 35 ans, s'il est exclusivement sénégalais, s'il est. Mais de la même manière, ceux-là qui ont déclaré leur candidature, et quel que soit par rapport à ce que j'ai dit, en les catégorisant en 3 parties, ben, c'est ce qui a donné justement ce droit, ce devoir à Mahmoud Ibra Kane de pouvoir se présenter. Maintenant, on le sait, en 2019, on en était à plus de 100 candidatures à la candidature. Au bout du compte, seuls 27 avaient déposé devant le Conseil constitutionnel. Mais de la même manière, malgré les 260 aujourd'hui candidatures, vous verrez qu'il n'y aura pas plus de la moitié et moins de la moitié qui vont également déposer au niveau du Conseil constitutionnel par rapport au parrainage. Et surtout que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, vous pouvez vous lever, on a vu des chanteuses, des comédiens candidater véritablement en allant retirer les fiches de parrainage. Mais on sait pertinemment que ces gens, au regret de le dire, ne vont pas déposer devant le Conseil constitutionnel. Donc je crois bien qu'aujourd'hui, cette pléthore de candidatures, oui, certains peuvent l'assimiler non pas à une vitalité, mais à une certaine anarchie démocratique pour certains, parce que la fonction présidentielle, qu'on le veut ou non, est la plus haute fonction dans ce pays-là. C'est une fonction trop sérieuse, je dis bien, mais cependant, autant de candidatures, pour moi, ne peuvent pas remettre en cause le niveau d'importance justement de cette fonction présidentielle. Abdoulaye Mbow et Mamoudou Sy Albert sont nos 2 invités de ce numéro de Remue-Ménage. Nous allons aborder l'autre aspect lié aux embarcations de fortune. Mamoudou Sy Albert, c'est le sauve qui peut en direction de l'Europe et même des États-Unis. Aujourd'hui, on a vu ce qui se passe, c'est pratiquement l'hécatombe. Que comprendre déjà par rapport à ça? Il faut comprendre d'abord la crise, qu'on est dans une société en crise, et la crise, elle est profonde. Bon, maintenant, ce qui est manifeste, c'est que la jeunesse, c'est la première victime de cette crise. C'est pour ça qu'il y a ces vagues de départ qui continuent. C'est pour l'essentiel des jeunes, c'est entre 19 ans et 35 ans. Cette vague se féminise, elle devient encore plus jeune. Ça montre qu'il y a une aggravation de la crise sociale, mais qui affecte, comme je l'ai dit, particulièrement la jeunesse. Maintenant, la crise, elle s'approfondit. Malheureusement, on n'analyse pas, mais on peut détecter au moins quelques indices. C'est que ces jeunes qui partent, c'est pour l'essentiel des jeunes qui habitent les côtes sénégalaises. C'est donc les pêcheurs qui sont les premiers affectés par ces vagues de départ-là.
Donc, la crise de la pêche artisanale, bon, elle est criarde, hein, elle est là. Les Sénégalais ne mangent plus le riz au poisson. Ouais. Donc ces jeunes qui ne vivaient que de cela, qui tenaient qui prenaient en charge leur famille, l'éducation de leur épouse, de leurs enfants, mais ils se rendent compte que c'est un désert, que la mer ne nourrit plus cette catégorie sociale. C'est eux d'ailleurs qui gèrent ces bateaux, hein, c'est les molles, comme on dit. C'est eux les pilotes. Donc le secteur de la pêche, il se meurt progressivement. Bah, si vous regardez également la côte, c'est le tourisme, c'est l'artisanat. C'est tous ces métiers liés au tourisme qui est en train de mourir. Maintenant, si tu élargis, c'est l'informel. C'est qu'il y a une crise de l'informel. Les pouvoirs politiques peut-être ne prêtent pas attention, mais c'est que le commerce n'est plus rentable. Ce n'est pas comme il y a 20 ans, 30 ans, où les gens ont pu bâtir des cantines, bâtir des maisons, rentabiliser. L'informel est en crise. Si vous regardez la Chine, les commerçants qui viennent de la Chine, bah, aujourd'hui, c'est la première menace sur ce secteur informel commerçant, c'est ces commerçants chinois. Ouais. Donc, on a une grille de lecture des couches qui sont affectées par la crise. Maintenant, moi, vraiment, ce qui est révoltant, c'est les remèdes. C'est une bataille de sortie, c'est une bataille de survie de la jeunesse. Ce qu'on propose aux jeunes n'est pas applicable. C'est-à-dire dire aux jeunes que restez chez vous, on va vous maintenir. Qui est fou pour faire croire aux gens que ces jeunes dans la misère depuis 20 ans, 30 ans, tu peux trouver une politique pour les maintenir dans le terroir. C'est impossible. Mais de l'autre côté, les pays du Nord sont en guerre, sont aussi bien dans une crise sociale, économique, le racisme qui se développe, la xénophobie qui se développe. Ces pays-là ne peuvent plus accepter les étrangers. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent comme solution? Il faut se barricader et rejeter les autres. Absolument. Donc cette jeunesse-là, pour moi, vraiment, c'est révoltant qu'on sacrifie une jeunesse comme ça. Maintenant, peut-être qu'on va revenir dans le débat, mais c'est assez révoltant Il a déjà posé le diagnostic, hein, Mamoudou Sy Albert, les causes de cette... la prolifération de ces embarcations de fortune. Aujourd'hui, si on en venait aux solutions, est-ce que déjà il y a solution par rapport à ça? D'abord, juste rappeler, Binta, parce que c'est important, pas plus tard qu'hier, 232 personnes sont arrivées à El Hierro. Parmi elles, 17 femmes, 10 mineurs, 2 personnes décédées et 9 personnes hospitalisées. Depuis janvier, nous en sommes à près de 27 000, 30 000 personnes qui ont quitté les côtes sénégalaises pour arriver, et on estime à près de 3 000 en moyenne par semaine des personnes qui quittent les côtes sénégalaises pour arriver justement en Espagne, à El Hierro, à Lampedusa, en Sardaigne, etc. Donc ça veut dire que c'est une véritable hécatombe et nous sommes en train de perdre justement des bras économiques. Maintenant, je me dis, par rapport aux solutions, oui, on aura parlé de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, on aura parlé de la famille des pêches, ce que j'appelle la famille des pêches. En pêche, comment dire encore, il y a eu véritablement une série de programmes où on a injecté des centaines de milliards, mais on n'a jamais fait l'évaluation des politiques publiques par rapport justement dédiées justement à la jeunesse sénégalaise. On devait être dans une évaluation et dans un suivi permanent, mais également dans des sanctions qui vont aller crescendo par rapport véritablement à toute mauvaise gestion liée justement à ces programmes. Parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou non, il y a eu du clientélisme politique, il y a eu du népotisme par rapport justement à des accointances politiques. Maintenant, je crois bien qu'aujourd'hui, nous devons aller dans le sens de penser comment travailler avec l'Union européenne, avec les pays occidentaux de manière générale,
pour On ne peut pas transformer... continuer Abdoulaye Mbow à prendre des décisions à la place des jeunes. Il faut, dans les décisions qui vont être prises, quand même, que les jeunes soient au cœur de la prise de décision. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Mais au moins transformer cette immigration irrégulière en une forme d'immigration régulière. Absolument. On l'a vu sous Abdoulaye Wade. Pratiquement près de 3000 jeunes avaient été formés. Certains ont eu la chance, en tout cas, d'aller en Espagne, d'aller en Italie, de travailler périodiquement pour revenir. D'autres sont allés dans des pays en Asie. Absolument. Je crois bien qu'on peut réfléchir autour de ces questions parce que qu'on le veuille ou non, l'Europe a besoin de main-d'œuvre et particulièrement celle africaine parce que quand même au Sénégal, la majorité de la population est jeune. L'âge médian au Sénégal, c'est pratiquement 19 ans. On doit aller dans le sens d'une bonne distribution des richesses. Cela passera par une gouvernance économique vue autrement et perçue autrement. Il nous faut penser à ces 3,5 millions d'hectares de terres arabes, mais comment justement aller dans une approche structurellement, transformée pour que l'on puisse utiliser autrement cette jeunesse par rapport justement à des rendements agricoles avec comme conséquence directe des rendements économiques. On doit aller dans le sens de repenser les curricula. Autrement dit, pourquoi au Sénégal on continue à 6e jusqu'au BFM, BFM jusqu'à la classe de terminale? Mais pour moi, changer le système, c'est dès le BFM que l'on puisse orienter des jeunes qui vont devenir à 18 ans des ingénieurs agricoles, agronomes, des ingénieurs en télécommunications, parce que on les aura formés à partir de la classe de 3e, justement à ces métiers. À 18 ans, ils sont déjà bien formés et ils peuvent commencer à travailler. À 18 ans, on n'aura pas besoin, comme le doyen Mamoudou Albert, de recevoir de gros salaires. Hein. Ce sera des salaires moyens qu'ils vont accepter et ça va aller progressivement. Donc, je crois bien que les clés de la solution, ou j'allais dire les clés des solutions, par rapport à la problématique de l'usage professionnel des jeunes, nous les connaissons tous. Mais il faut de la volonté. Absolument. 35%, vous avez lâché le mot. 35% des pêcheurs aujourd'hui ont perdu leur revenu. Pourquoi? À cause des chalutiers. Pourquoi c'est le Sénégal qui doit signer des accords de pêche avec l'Union européenne qui regroupe 27 pays? Pourquoi nous qui sommes dans un espace communautaire économique, à savoir l'UEMOA, les pays qui ont des côtes ne peuvent pas se liguer, acheter eux-mêmes des chalutiers et pêcher véritablement leurs propres ressources halieutiques et aller vendre à l'Union européenne? Je crois bien qu'il y a autant de faits pour moi qui sont d'importance capitale si l'on veut réellement traduire en actes les propos que l'on tient depuis 1960, développer nos pays. Albert, sur les solutions? Bon, je crois que j'adhère aux pistes que Abdoulaye a dégagées. Bon, il y a aussi la piste de... Il faut sortir du cycle infernal de l'irrégularité. Il faut régulariser. Absolument. Il faut se battre pour que le voyageur devienne un droit respecté, qu'on puisse le réglementer. Les jeunes Sénégalais, ils ont le droit de voyager comme tous les autres. Donc, il faut discuter avec nos partenaires pour sortir de cette clandestinité. Nous, on est malheureux en tant que jeunes Africains. Partout, on est stigmatisés à cause de ça, qu'on est des clandestins à vie. Et je crois que là, il y a une réglementation qu'il faut voir. Comment organiser notre politique d'accompagnement des Sénégalais qui partent à l'étranger. Je crois qu'à ce niveau, c'est une piste. Maintenant, l'autre piste aussi, c'est il faut oser dire la vérité. C'est-à-dire les accords de pêche, les accords en matière de tourisme, les accords en matière d'assistance technique, les accords par rapport au financement des jeunes. Mais l'argent vient, mais l'argent est conditionné. Ce sont ces accords-là qu'il faut revoir. Repenser les accords en fonction de nos intérêts. Et je crois que, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Sénégal, comme tous les pays africains, sont liés par ces accords-là. Il faut accepter et avoir le courage de les affronter. Tu l'as dit, il faut une volonté politique. Que si tu n'as pas de volonté politique, mais l'Union européenne va t'écraser. Le Sénégal face à l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Mais le Sénégal, dans un cadre intégré de l'Afrique, on est quand même un poids économique, on est un poids humain, on est un poids culturel. Et il faut aller dans cette direction-là. Je crois que revoir les accords, maintenant
penser l'Afrique et discuter avec l'Union européenne et les partenaires. Maintenant, l'autre piste aussi, c'est la formation. Le talon d'Achille du Sénégal et de l'Afrique, c'est la formation. Absolument. C'est pas le talent, c'est pas l'initiative, c'est pas l'innovation. À 18 ans, l'Africain, il travaille. À 35 ans, il est mature. Mais s'il n'a pas de métier, mais il peut pas construire une économie dans un cadre mondialisé. Et je crois que c'est malheureux de le dire. Aujourd'hui, tu vois des gens licenciés ou bien qui ont le master, qui ont le doctorat, qui prennent la mer. Oui. C'est extraordinaire, ça. Il y a beaucoup d'étudiants, malheureusement. Et la fermeture, justement, de l'université, à mon avis, est un débat national que l'on doit aujourd'hui soulever, que l'on doit susciter. On ne peut pas, pour des griefs purement politiques, parce qu'on ne peut pas sortir la politique de la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais continuer d'observer justement 5 mois de vacances forcées à des enseignants, à des étudiants de toutes souches, de toutes couches. Aujourd'hui, c'est combien d'étudiants étrangers qui ont payé de l'argent pour venir étudier au Sénégal dans cette université qui est Cheikh Anta Diop, et justement qu'on continue de la fermer. Combien d'étudiants aujourd'hui sont dans le désespoir? Combien d'étudiants sont tellement frappés par le désespoir qu'ils ont fait part de ceux-là qui ont péri probablement en mer, qui ont probablement péri dans le désert, qui ont probablement péri sur la route du Nicaragua. Je crois bien qu'il faut repenser tout cela et permettre justement aux Sénégalais de se sentir mieux chez lui qu'ailleurs, parce que malheureusement, les citoyens, par rapport à ces problèmes économiques, pour certains comme moi, on ne tire plus le diable par la queue, mais plutôt par le bout du poil de la queue. Oui, alors j'allais dire qu'avec les DAC communautaires, quand même, on aurait pu permettre aux jeunes d'avoir des emplois décents, de les fixer chez eux, mais jusqu'à présent, on est en train de se poser des questions sur les 29 milliards qui étaient quand même... c'est ça. Malheureusement, le PRODAC est un programme, à mon avis, très, très riche, très important du point de vue de sa perception, mais les DAC, les domaines agricoles communautaires, ça pouvait être un début de solution pour pas mal de choses, mais malheureusement, on a vu la gestion et on continue de gérer les résidus de l'affaire, parce que l'affaire, vous parlez de 29 milliards, jusqu'au moment où nous parlons, c'est des résidus de l'affaire qui sont jugés. L'affaire n'est pas encore jugée, parce que l'affaire en tant que telle, il s'agit du programme globalement pour aller dans le sens de savoir qui a fauté ou qui n'a pas fauté, afin qu'on puisse sortir définitivement justement de cette polémique. Arrête de faire, je ne sais pas quoi, tu me fais rire. Mamadou Sy Albert, merci beaucoup également à Abdoulaye Mbow, merci à Abdou Thiam qui était à la technique. Remue Ménage revient dimanche prochain.